Tampa, Floride, 1984. Lisa, 17 ans, est enlevée. Aux mains d'un prédateur sexuel sadique, l'adolescente est soumise à un supplice de 26 heures. Elle sera la seule des victimes à en réchapper. Un sadique sexuel, un homme qui ne pensait qu'à maltraiter, mutiler, poignarder les femmes. C'était un homme qui haïssait viscéralement les femmes. À une certaine période, on découvre un corps de victime toutes les 2 semaines. Les preuves indiquent qu'un tueur en série est en liberté. À chaque scène de crime, on avait l'impression qu'il s'agissait d'un fou, ou plus exactement d'un genre de monstre. C'était terrible. Ce monstre est un vétéran de l'armée de 31 ans, divorcé, père de 2 enfants, Bobby Joe Long. Je ne sais pas si j'étais aveugle, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'il était capable de faire les choses qu'il a faites. C'était un animal, mais c'était aussi l'homme que j'aimais. Long est devenu l'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis. Durant 8 mois, ce meurtrier sadique a assassiné 10 femmes dans la région de Tampa en Floride. Cela fait de lui l'un des tueurs les plus maléfiques au monde. Tampa, Floride, 23 septembre 1985. À la 13e cour de justice, Bobby Joe Long plaide coupable pour le meurtre et l'enlèvement de 8 femmes. 7 agressions sexuelles dans la région de Tampa et pour l'enlèvement et l'agression de Lisa, la seule victime encore vivante. En une seule série, il a tué 10 jeunes femmes. Et en plus de les tuer, il les a enlevées et les a soumises à de terribles abus. C'est sans aucun doute l'un des tueurs les plus épouvantables et les plus dépravés de l'histoire récente des États-Unis. Entre les mois de mars et novembre 1984, à Tampa, des jeunes femmes disparaissent dans une zone surnommée le Strip. Les corps sont retrouvés plus tard dans des endroits éloignés. Certains des corps abandonnés, exposés aux éléments, ont été placés dans des positions humiliantes. C'étaient toutes des femmes qui se promenaient sur Nebraska Avenue ou dans les environs. Il s'agissait d'un quartier très connu pour la prostitution. On a donc affaire à un homme qui cible des femmes qu'il pense être des prostituées. Il rôdait dans ces quartiers. Il ciblait, se concentrait sur les femmes qui pouvaient être tentées de monter dans sa voiture en échange d'argent. C'est le genre de victime que privilégient les tueurs en série. Anna Flowers se souvient de l'impact que les meurtres ont eu sur la population à l'époque. Quand il a commencé à tuer des prostituées, la peur a alors envahi tout le Strip. Les prostituées savaient qu'elles pourraient être les suivantes et elles avaient très peur. Et les filles qui sortaient se sentaient elles aussi menacées. La terreur régnait partout. Le premier corps est découvert en mai 1984. Il s'agit d'une danseuse orientale de 20 ans, Lana. Voici ce qui est arrivé. Bobby Joe Long l'a ramassée, l'a conduite dans un endroit isolé et l'a tuée. Il s'agit de quelqu'un qui se contente littéralement de retirer les femmes de la rue. Il repère sa victime, la personne qu'il pense avoir le droit de tuer, une personne qu'il peut ramasser, utiliser et jeter. Le 13 mai 1984, le corps de Lana est découvert. Lorsque la police examine le lieu du crime, elle comprend immédiatement qu'il s'agit d'une personne extrêmement dangereuse. Il est presque impossible d'imaginer la terreur que Lana a dû éprouver entre les mains de Bobby Joe Long.
Rien ne suggère qu'il l'ait violée après sa mort. Il l'a violée puis étranglée. Il lui avait attaché les mains derrière le dos. Bobby Joe Long essayait d'humilier ses victimes, d'humilier les femmes. L'histoire de ce tueur débute en 1953. Bobby Joe Long naît le 14 octobre à Kenova, en Virginie-Occidentale. Ses parents divorcent quand il a 2 ans. La mère de Bobby Joe a toujours rêvé d'emménager en Floride. Après son divorce, elle quitte la Virginie-Occidentale avec son fils et se rend en Floride où elle se démène pour faire vivre sa famille. La mère de Bobby travaillait dans les bars. Elle était célibataire, elle était seule avec lui et elle devait aller travailler. Elle faisait vivre la famille. Enfant, Bobby Joe subit de nombreux accidents, comme des blessures à la tête qui lui font perdre connaissance. Certains étaient mineurs, comme tomber d'une balançoire. D'autres étaient plus graves, tomber dans les escaliers, être projeté d'un cheval. L'une de ces blessures les plus graves survient à l'âge de 7 ans. Il est percuté par une voiture. Il en garde alors des séquelles à la mâchoire. Les enfants n'arrêtaient pas de l'ennuyer avec ça. Et il a fini par être opéré. Il a gardé des cicatrices durant toute sa vie. Avec peu d'argent, Bobby Joe et sa mère vivent chichement dans un tout petit appartement. Ils partagent même un lit jusqu'à ce que Bobby Joe devienne adolescent. Long a raconté à Cindy, son ex-femme, sa relation avec sa mère. Il me disait que certaines nuits où elle rentrait à la maison avec un petit ami, on le réveillait et il se mettait sur le canapé pendant que le petit ami passait la nuit avec elle. Il a longtemps dormi avec sa mère. Il était en colère quand elle ramenait à la maison un autre homme. Il y a là une piste à suivre. Je pense que c'est là qu'est né le dégoût profond que Long avait pour les femmes. Quand on regarde comment il parle de sa mère, on peut voir alors tout le mépris et le dédain qu'il a pour elle. Il a dit des choses très offensantes à son sujet. Il a critiqué le fait qu'elle travaillait comme barmaid, qu'elle portait des tenues provocantes. Je trouve qu'il a des idées incroyablement arrêtées et très conservatrices sur les femmes, sur ce qu'elles sont et comment elles doivent se comporter. Elles devraient s'occuper de leur mari, de leurs enfants. Pour lui, l'homme se charge de gagner de l'argent et la femme s'occupe du foyer. Pendant longtemps, il en voudra à sa mère de ne pas s'être occupée de lui, de ne pas lui avoir accordé assez d'attention. Il avait une rancœur terrible contre sa mère. Et franchement, si j'avais entendu dire qu'il avait fait du mal à sa mère, je n'aurais pas vraiment été surprise. Il la détestait profondément. Plus le temps passait, plus elle accordait de temps aux hommes et plus il lui en voulait. Et les psychiatres ont dit que cela faisait partie de son problème, qu'il tuait sa mère encore et encore. Il détestait les femmes. Long est également né avec un problème qui, plus tard dans sa vie, lui posera un problème de masculinité. Il souffrait du syndrome de Klinefelter, ce qui signifie qu'il avait 2 chromosomes X et 1 chromosome Y. La conséquence est la suivante. Un jeune garçon, au moment de l'adolescence, se met à produire trop d'œstrogènes. Un taux élevé d'hormones féminines peut entraîner chez les hommes une hypertrophie du tissu mammaire appelée gynécomastie. C'est ce qui est arrivé à Bobby Joe Long. C'est quelque chose de gênant et je pense que cela a aussi alimenté sa haine des femmes. Bobby Joe Long, 13 ans, subit une intervention chirurgicale pour se faire enlever les seins. Le jeune homme en garde des cicatrices. Il n'est pas à l'aise avec son corps. Quand on était enfant, on nageait très souvent le long des quais. Il gardait toujours un t-shirt parce qu'il était gêné par les cicatrices de l'opération. Au début de l'adolescence, ce mélange de colère contre sa mère et de détestation de lui-même commence déjà à transformer Long en un jeune homme révolté. La mère de Bobby Joe Long a déménagé à Miami, en Floride, avec son jeune fils. Son travail de serveuse dans les bars et les restaurants lui permet de leur offrir une vie meilleure dans les banlieues de la ville. Bobby Joe, 13 ans, étudie au collège Hiley, dans le comté de Miami-Dade,
où il se lie d'amitié avec une jeune fille appelée Cindy. On a eu une enfance géniale. On allait au cinéma, à la pêche, à la chasse, on nageait le long des quais. C'était une enfance comme on en connaît dans le sud de la Floride. Long n'excelle pas à l'école. Quand il termine le lycée, il obtient un emploi d'assistant électricien dans une entreprise. À l'âge de 19 ans, son nouveau métier lui permet de s'enrôler dans l'armée. Le 25 janvier 1974, il épouse Cindy, son amour d'enfance. Alors, oui, il s'est vraiment emparé de mon cœur. Je ne sais pas. Je suis tombée follement amoureuse de lui. Et je nageais en plein conte de fées. Je me disais que ce serait mon mari et qu'on allait vivre ensemble pour toujours. Mais le mariage rêvé de Cindy est de courte durée. Peu de temps après, elle découvre à l'armée le vrai tempérament de son mari. S'il y avait un autre homme qui me parlait, il en faisait une crise. Il m'a parfois accusé de m'amuser avec des gens que je n'aurais pas dû approcher. Il me contrôlait, il me disait ce que je devais manger. Il détestait pour je ne sais quelle raison l'odeur du pop-corn. Il y avait toujours quelque chose qui le mettait en colère. Je mangeais du pop-corn ou de l'ail, il n'aimait pas l'ail. J'étais comme sa marionnette. Il me contrôlait. Tout cela aurait dû m'alerter, mais bon, j'étais jeune, j'étais amoureuse. Le 14 mars 1974, Long se blesse gravement à la tête lors d'un accident de moto et son comportement change de façon radicale. Je pense vraiment que l'accident de moto lui a fait perdre le peu de raison qui lui restait encore à l'époque. Les séquelles d'un traumatisme crânien peuvent être minimes chez certains. Chez d'autres, cela peut sérieusement modifier la personnalité. Si votre cerveau est endommagé, en particulier à l'avant, vous pouvez presque devenir une autre personne. Alors qu'il est à l'hôpital, le personnel infirmier remarque qu'il se masturbe constamment. Long sort 5 mois plus tard. Mais quand il revient, Cindy découvre qu'il est devenu violent envers elle. Il est aussi devenu obsédé par le sexe et exige d'avoir des rapports sexuels au moins 2 fois par jour. Il n'y a aucun doute. Long a développé une libido décomplexée, compulsive et dangereuse. Le jeune homme s'est transformé en un être hypersexuel. Il y a eu comme une sorte de déclic. Les lésions cérébrales, en particulier dans les lobes frontaux, peuvent affecter le contrôle des pulsions. Elles peuvent vous rendre sexuellement désinhibé. Et dans le cas de Long, certains faits nous suggèrent clairement qu'il a changé de personnalité. Long est renvoyé de l'armée pour raison médicale. Il a suivi une formation de radiologue. Le couple a alors 2 enfants. Mon fils est né en 1974 et quand il avait 6 mois, on a découvert que j'étais enceinte de notre fille qui est née en 1975. C'était presque comme avoir des jumeaux. Il a toujours été un bon père. Il aimait vraiment les enfants. Il était très strict avec eux, mais il les aimait. Il s'occupait d'eux. Il n'a jamais été violent envers les enfants. Malgré les mauvais traitements, Cindy reste à ses côtés. Il a ce don incroyable de renverser la situation. Il te fait sentir coupable. Et toi, la victime, tu crois que c'est de ta faute. Tu es tout le temps à marcher sur des œufs pour le satisfaire, mais c'est mission impossible. Il avait l'habitude de se mettre sur moi sur le lit ou sur le canapé et il mettait ses genoux pour m'empêcher de bouger les bras. Il s'asseyait sur moi et me donnait des coups dans la figure. C'était devenu quelque chose de routinier quand il était en colère. À la suite de l'accident de moto, quelque chose a changé en lui, c'est certain. Il avait toujours été coléreux, mais il est devenu de plus en plus violent envers sa femme. Et elle craignait qu'il s'en prenne également à son fils et à sa fille. Après la naissance de leur 2e enfant en 1975, Long, 22 ans, commence à sortir plus fréquemment et refuse de dire à Cindy où il va.
Il quittait la maison le soir en me disant qu'il avait juste besoin de sortir, de se vider l'esprit, de s'éloigner des enfants, de moi et de tout le reste. Moi, j'avais l'impression qu'il voyait quelqu'un d'autre. Long n'a pas de maîtresse. Il a un passe-temps sadique, violer des femmes. Lorsqu'on étudie les tueurs en série, on constate qu'il est rare qu'ils passent du jour au lendemain du statut d'individu normal à celui de tueur. Il a mis au point un stratagème. Il répondait à des annonces, des petites annonces, dans le journal local. Il ciblait en particulier les meubles de chambre à coucher, mais parfois aussi ceux de la cuisine ou du salon. Il se rendait sur place et s'il découvrait que la femme était seule, il la violait et s'en allait. Le soir, c'est un violeur qui agresse sexuellement des femmes qu'il contacte via la rubrique des petites annonces du journal. Et quand il rentre chez lui, il continue d'être violent. En juin 1980, à la suite d'un brutal passage à tabac, Cindy doit être soignée d'urgence. À l'hôpital, Cindy ment sur l'origine de ses blessures. Le personnel estime qu'elle est victime de violences domestiques et appelle la police. Mais elle continue de nier. Pendant plus de 30 ans, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir fait arrêter plus tôt. De retour chez elle, Cindy est décidée à prendre les choses en main. Je suis rentrée à la maison ce soir-là. J'ai chargé un fusil de chasse à double canon et je suis restée assise là, à essayer de trouver le courage de viser et d'appuyer sur la détente. J'avais été tellement humiliée à l'hôpital. Le policier savait que je mentais. Le médecin savait que je mentais. J'en avais assez d'être son punching ball. Mais elle ne peut pas appuyer sur la détente. La seule raison pour laquelle je n'ai pas appuyé sur la détente ce soir-là, excusez-moi, ce sont mes enfants. Je me demandais qui allait les élever. Il sera mort, je vais être en prison. Il m'avait complètement embrouillé l'esprit. Pendant une dizaine d'années, Long agresse sexuellement au moins 50 femmes en Floride. Il s'agit de victimes choisies au hasard. Il est impossible de faire le lien. L'agresseur inconnu est surnommé le violeur des petites annonces. En l'absence de preuves pour relier les attaques, il est libre de poursuivre ses agressions contre des femmes. Il avait tout un stratagème, toute une mise en scène pour choisir ses victimes. Il ne les cherchait pas dans la rue, il ne se cachait pas dans les buissons ou bien dans le parc. C'était un type tout à fait ordinaire qui répondait à une petite annonce en disant « J'aimerais voir l'objet que vous avez mis en vente ». Cindy ignore tout du passe-temps sadique de Long. Mais en 1980, elle prend son courage à deux mains et demande le divorce. C'était un animal et c'est quelqu'un que j'aimais. Quand je dis que je l'aimais, c'est que je l'aimais. C'était mon premier grand amour. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Long finit par quitter le domicile familial et s'installe dans la baie de Tampa. Quand on a divorcé, il y avait entre nous beaucoup de tensions, beaucoup d'animosité, mais on devait quand même rester en contact pour nos deux enfants. C'est vers 1982 ou 1983 qu'on a commencé à rétablir des relations courtoises. Je lui avais pardonné pour ce qu'il m'avait fait. J'étais compréhensive. Je me disais qu'il avait un problème. Au moment où ils ont finalement divorcé, je pense que Long a décidé de trouver du réconfort en multipliant les partenaires sexuels. Long découvre un nouveau terrain de chasse à Tampa. Violer et maltraiter des femmes ne lui suffit plus. Il passe du statut de violeur des petites annonces à celui de tueur en série. Divorcé, Long se lance dans une folie meurtrière sadique. Il s'attaque aux jeunes femmes vulnérables de la prostitution. Ses besoins sexuels sont insatiables. Le 10 mai 1984, Lana, une danseuse orientale,
doit retrouver son petit ami après le travail. Elle marche le long du strip. Lana était une femme exotique. Elle dansait dans un bar sur le strip. Elle venait de l'État de Californie et elle avait un petit ami. Les clients lui demandaient souvent de les accompagner chez eux, mais elle ne le faisait pas, même si ça rapportait un peu plus d'argent. Long s'est approché au volant de sa voiture, s'est arrêté et lui a demandé s'il pouvait la raccompagner. Elle est montée dans la voiture. Et il s'agit de la première victime connue de cette série de meurtres. Le corps de Lana est retrouvé 3 jours plus tard par 2 garçons près d'East Bay Road à Tampa. Elle a été brutalement violée, étranglée, et son corps est dans une position étrange. Elle avait un nœud coulant autour du cou et elle a été mutilée durant toute l'agression. C'était complètement fou. Au niveau des liens, il y avait des traces de couteau. Et il l'a laissée sur le terrain. C'est une de ces affaires où la personne qui a été tuée, la victime du meurtre, est associée au commerce du sexe. Et donc immédiatement, elle est déconsidérée, dévaluée. Très souvent, ces meurtres ne reçoivent pas la même attention, ne font pas l'objet du même genre d'enquête que les autres. Pourtant, ces premiers meurtres sont de véritables occasions d'appréhender un tueur en série avant qu'il ne tue à nouveau. Le 26 mai, Long frappe à nouveau. Il ramasse Michelle, une prostituée de 22 ans, sur le strip. Michelle avait été une reine de beauté. Elle était très jolie, mais elle était droguée. Et elle se prostituait pour obtenir sa dose. Elle monte dans la voiture et Long la conduit jusqu'à Park Road, une sorte de ruelle des amoureux. Il la ligote, la bat, la viole et la jette ensuite hors de la voiture. Mais Michelle est toujours en vie. Cette victime a de la force et elle se débat fortement, ce qui le met très en colère. Et sous l'effet de la colère, il essaie non seulement de l'étrangler, mais aussi de lui trancher violemment la gorge. Donc il a tranché la gorge de la victime. Il s'en fichait vraiment. Il voulait trouver du plaisir, s'amuser et se débarrasser simplement des corps. Quand on arrive à ce niveau de brutalité, on ne se contente pas de mettre fin à une vie. On est dans la cruauté. On est dans la recherche d'un plaisir réellement pervers. Pour moi, cela relève du mal absolu. Le fait d'étrangler et d'utiliser des liens est désormais la marque de fabrique de Long. Il utilise donc des cordes pour recréer une sorte de nœud du pendu. Lorsque vous étranglez, vous êtes très proche physiquement. Vous avez un contrôle total. Vous avez la vie de la personne visée entre vos mains. Et vous avez littéralement pouvoir de vie et de mort sur elle. Le corps de Michelle est retrouvé un jour plus tard dans une zone isolée du comté de Hillsborough par un ouvrier du bâtiment. Rien n'indique que Long vise un type précis de femme. Mais au cours de ces 8 mois de tuerie, toutes les victimes sont de jeunes femmes, des travailleuses du sexe. C'est la cible privilégiée du tueur en série. Combien de fois avons-nous parlé de la vulnérabilité des prostituées face à un tueur en série? Bobby Joe Long se conforme à un stéréotype. Je pense qu'il a pris la décision, au début de 1984, de commencer à tuer. Et une fois lancé, il n'a pas pu s'arrêter. Le 8 juin, il croise Elizabeth, une ouvrière de 22 ans, qui se trouve dans le quartier de Nebraska Avenue. Il n'a pas l'air d'un monstre. Il est incroyablement charmant, charismatique et beau. Il est capable de vous faire baisser la garde. Comme les autres victimes, Elizabeth se sent suffisamment en sécurité pour accepter de monter. Mais ce qu'il cachait, pour faire preuve d'autant de violence envers les femmes, c'était ce tempérament volcanique qu'il avait en lui et qui lui donnait
toute cette énergie. Elle est montée dans la voiture et il a effectué le même mode opératoire. Il l'a violée sur le siège avant de la voiture, l'a emmenée dans un endroit isolé et a continué à la violer et à la torturer. Long étrangle Elizabeth avec une corde, lui vole sa carte de crédit pour vider son compte. Son corps est retrouvé 16 jours plus tard dans une orangerie de Brandon, à environ 16 km de Nebraska Avenue. La frontière entre viol et meurtre est extrêmement mince. C'est un homme qui est maintenant dépendant, obsédé par le viol et le meurtre. En 2 mois, les forces de l'ordre découvrent 3 corps. Mais ils n'ont aucun témoin et aucune piste tangible qui puisse les aider à identifier le tueur. Lorsqu'on examine les mobiles des meurtres, on se dit que c'est quelqu'un qui estimait avoir le droit de tuer ses femmes. Il avait un point de vue très binaire. Il y avait des femmes qui étaient respectables et d'autres qui ne l'étaient pas. Et il sentait que c'était lui qui pouvait décider lesquelles vivraient et lesquelles mourraient. Je pense que si on lui demandait pourquoi il a commis ces meurtres, il répondrait sincèrement parce qu'il le voulait. C'est aussi simple que cela. Il ne s'agit pas seulement de meurtre, mais d'avoir du pouvoir, un contrôle sur les femmes. C'est ce que Bobby Joe Long démontrait. J'ai le contrôle ultime. À mesure que le nombre de morts augmente, la population de Tampa est terrifiée. Le tueur avait un appétit particulier pour les prostituées et elle savait qu'elles pouvaient être tuées à tout moment. Et après le meurtre d'une fille qui n'en était pas une, n'importe qui d'autre pouvait y passer. Donc la terreur régnait dans toute la ville. La soif de tuer de Long est insatiable. Le 7 octobre, le corps de Chanel, une prostituée de 18 ans, est découvert à l'entrée d'un ranch près de la frontière du comté de Pasco en Floride. On lui a tiré dans la nuque. Chanel était la seule fille noire qu'il a tuée. Une adolescente à problème, mais elle n'exerçait pas encore vraiment le métier de prostituée à ce moment-là. Elle se lançait à peine dans cette activité. Mais ce soir-là, elle est montée avec la mauvaise personne et elle a été violée, torturée et assassinée. La police est dans l'impasse. Elle n'a toujours pas de preuves pour identifier l'auteur du crime. Bobby Joe Long est libre de tuer à nouveau. Une semaine plus tard, la police fait une autre découverte macabre. Le 14 octobre 1984, le corps de Karen, une prostituée de 28 ans, est retrouvé dans une orangerie du comté de Hillsborough. Les mains et les pieds de la victime sont liés. Elle a été frappée au front et étranglée. Karen venait d'une famille bourgeoise de Saint-Pétersbourg. C'était une étudiante excellente. Elle avait tout ce qu'il fallait. Mais au lycée, elle est devenue accro à la drogue et ça a changé toute sa vie. Elle n'avait plus l'ambition de réussir, mais seulement celle d'obtenir sa dose. À la mi-octobre 1984, les enquêteurs ont recueilli des preuves médico-légales sur les scènes de crime et les corps de 5 victimes. Mais les éléments jouent contre eux. Long a laissé ses victimes dehors dans la chaleur de Floride. La température dégradant le corps, vous avez des prédateurs, vous avez des animaux. Si ce corps n'est pas trouvé rapidement, l'examen médico-légal en est alors compromis. C'est une course contre la montre. Mais ce qu'ils découvrent suggère que tous les meurtres sont le fait d'un seul tueur. Parmi les éléments qu'ils ont trouvés, il y avait des fibres rouges et aussi des traces de pneus. Il s'agissait de traces de pneus tout à fait spécifiques. Un pneu qui a été fait sur mesure pour équiper les Cadillacs. C'est tout à fait unique. Il s'agissait d'un dénominateur commun, de pièces du puzzle qui, au bout du compte, permettraient de tout comprendre. Les policiers commencent à patrouiller sur le terrain de chasse de l'agresseur, Nebraska Avenue et West Kennedy Boulevard. Les enquêteurs créent un profil de l'assassin pour aider à affiner leurs recherches.
De sa jeunesse, il avait hérité des blessures à la tête, des malformations congénitales. Il y a des tas de choses que les tueurs en série ont en commun. Bobby Joe Long cumulait tout. Il avait le profil type du tueur en série. Le 31 octobre, dans une zone isolée du comté de Hillsborough, la police découvre un 6e corps, celui d'une prostituée, Kimberly Hobbs. Les forces de police qui traquent ce tueur inconnu ont désespérément besoin d'éléments nouveaux. Ils sont loin de se douter que Long va leur faciliter le travail. Vers 2 heures, dans la nuit du 3 novembre, Lisa, âgée de 17 ans, rentre à vélo de son travail, un magasin de beignets dans le nord de Tampa. Long la fait descendre sous la menace d'une arme, la traîne dans une voiture et lui bande les yeux. Il la force à se déshabiller et lui ligote les poignets et les pieds. Il force ensuite Lisa à lui faire une fellation. Mais cette fois, il ne l'emmène pas dans une zone isolée, dans un lieu retiré. Chose exceptionnelle, il l'emmène à son appartement. Dans l'appartement, il la viole. Puis il l'emmène sous la douche et lui lave les cheveux. Lisa reste calme et obéit à son bourreau. Et en un instant, il est redevenu violent. Il l'a tirée hors de la douche et l'a violée. Et puis il lui parlait avec des mots doux, du genre « je suis désolé, je voulais pas qu'on se rencontre de cette façon. Tu sembles être une fille bien, je t'apprécie. » Et puis, si elle faisait la moindre requête, il répondait violemment. Jusque-là, les victimes de Bobby Joe Long ont toujours été terrifiées, violées, tuées immédiatement. Mais ce n'est pas le cas de Lisa. L'instinct de survie de Lisa se réveille. Dans l'appartement, elle touche autant d'objets et de surface qu'elle le peut, surtout dans la salle de bain. Après des heures de captivité, elle gagne la confiance de Long. Les yeux bandés, il lui permet de le toucher. Il a laissé toucher son visage et elle pouvait deviner. Il a des marques, il a une petite moustache, ceci, cela. Et en regardant sous le bandeau, elle a pu deviner d'autres choses. Plus tard dans l'obscurité, il lui retire le bandeau. Elle le convainc qu'elle fera tout ce qu'il veut, qu'elle n'est pas une menace pour lui, qu'il peut lui demander tout ce qu'il veut, qu'elle est en quelque sorte malléable entre ses mains. Je pense que Bobby Joe Long est tombé amoureux d'elle, d'une certaine façon. Mais il se passait autre chose aussi. Puis Long fait quelque chose d'inattendu. Dans la nuit, il a dit « c'est l'heure d'y aller ». Elle s'est demandé s'il allait la libérer. Et c'est ce qu'il a fait. Après avoir conduit un court moment, Long s'arrête pour retirer de l'argent à un distributeur près de son appartement. À ce moment-là, Lisa relève son bandeau. Elle note tout ce qu'elle peut voir. Lisa s'est souvenue de plusieurs détails de l'histoire. Elle s'est souvenue qu'elle avait été embarquée dans une voiture rouge, une Dodge Magnum. Elle revoit très bien le mot Magnum inscrit à l'intérieur de la voiture et sur les sièges, ainsi que les traits de Bobby Joe Long. Elle s'est rappelé qu'il s'était arrêté à un distributeur. Vers 4 heures du matin, Long dépose Lisa dans un parking au nord de Tampa. Je pense que Long commençait à penser que cette série de meurtres et de viols de femmes à Tampa Bay allait probablement toucher à sa fin. L'un des faits les plus extraordinaires de cette affaire, c'est qu'il a choisi de laisser partir une victime. Et ce faisant, il savait qu'il était en train de signer son propre arrêt de mort. Lisa rentre chez elle et réveille son père qui appelle immédiatement le bureau du shérif. Elle donne une description détaillée de son ravisseur, de sa voiture Dodge Magnum et du distributeur auquel il s'était arrêté.
Ces vêtements sont transmis au laboratoire du FBI. Les enquêteurs envoient rapidement les détails du suspect à tous les services de police de Floride. Les enquêteurs ont pu commencer à assembler les pièces du puzzle pour réussir à réduire la liste des suspects. Ils pouvaient découvrir qui possédait une telle voiture et qui effectuait des transactions au guichet automatique. C'était un point de départ très utile. Le témoignage de Lisa a été le point de bascule dans l'affaire. À ce moment-là, personne ne savait ni même ne soupçonnait que Bobby Joe Long ait pu tuer des femmes dans la région de Tampa. Lisa a été victime d'un enlèvement. Au départ, l'affaire n'est pas reliée aux 6 meurtres précédents. Mais dans les 8 jours qui suivent, 2 autres corps sont retrouvés. Un dans le comté voisin de Pasco et l'autre dans le comté de Hillsborough. La première est une serveuse de 18 ans, Virginia, et la seconde, Kim Swan, une étudiante de 21 ans. Beaucoup des corps des victimes étaient décomposés. C'était donc plus compliqué pour les enquêteurs d'assembler les détails. Ils avaient 6 corps, le témoignage de Lisa, et ils trouvent les corps de Kim et Virginia. Le 13 novembre, la police reçoit une bonne nouvelle. Les résultats des analyses médico-légales reviennent du laboratoire. Les forces de police ont examiné avec soin les scènes de crime. Parmi les choses qu'ils ont trouvées, il y avait des fibres rouges et aussi des traces de pneus particulières. Les fibres de tapis rouge qui ont été trouvées sur le corps de 7 des 8 autres victimes correspondent aux fibres qui ont été découvertes sur les vêtements que Lisa portait lors de son enlèvement. Il se trouve qu'ils avaient des fibres rouges du tapis. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Avec de telles preuves liant l'agresseur de Lisa aux autres meurtres commis en Floride, la police sait qu'elle doit identifier rapidement le tueur. Ils ont donc commencé à réunir les preuves que Lisa McVeigh avait fournies. Ils ont examiné les relevés des transactions au distributeur, ils ont parcouru le fichier des immatriculations et ils ont enquêté sur un certain nombre de suspects, dont Bobby Joe Long. Avec les preuves médico-légales, les marques de pneus, la marque et le modèle de la voiture, l'étau se resserre sur Bobby Joe Long. Le 14 novembre, le bureau du shérif du comté de Hillsborough forme une unité avec 4 autres organismes, dont le FBI de Floride, pour arrêter le suspect. Il y a toute une unité au travail, absolument déterminée, à coincer l'homme qui a commis tous ces viols et meurtres odieux. Une équipe de surveillance se charge de Bobby Joe Long. Elle le suit partout. Le lendemain, le 15 novembre, la Magnum rouge de Long est repérée descendant Nebraska Avenue. Ils devaient s'assurer qu'il s'agissait bien de leur homme. Alors ils l'ont arrêté au volant de sa voiture, prétendant chercher un suspect dans une affaire de vol. Ils ont pris une photo de lui, puis ils l'ont laissé partir. On montre la photo à Lisa, la seule victime qui a survécu, et elle reconnaît immédiatement son ravisseur Bobby Joe Long. Le même jour, les relevés des distributeurs automatiques du comté de Hillsborough confirment le témoignage de Lisa. Long a retiré de l'argent à environ 3 heures près de son appartement le matin où il l'a libéré. Bobby Joe Long est toujours sous surveillance. L'unité spéciale munie d'un mandat d'arrêt saisit sa chance. L'étau s'est resserré très rapidement sur Long. Ils n'allaient pas laisser cet homme commettre un autre meurtre. Un jour, ils l'ont suivi dans une salle de cinéma. Il est entré, il a regardé un film et la police a attendu dehors qu'il sorte. Le 16 novembre 1984, Long est arrêté devant une salle de cinéma. Sa Dodge Magnum est saisie et un échantillon du tapis rouge du véhicule est immédiatement remis au laboratoire du département de police de Floride. Interrogé sur l'enlèvement et le viol de Lisa, il avoue rapidement. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure à propos de Lisa. La raison pour laquelle vous l'avez laissée partir et la conséquence de cet acte. Vous voulez bien répéter? Je savais que je serais arrêté. Comment le saviez-vous? Je le savais, c'est tout.
Je savais qu'elle m'avait vu. J'avais bien deviné qu'elle pouvait voir sous le bandeau. Il y a eu une vraie lutte en moi pour savoir si je la laissais partir ou pas. Je voulais pas la blesser. Mais lorsqu'il est interrogé sur les 8 meurtres, il nie tout en bloc. Quelques heures après avoir envoyé l'échantillon de tapis de la voiture au laboratoire, les résultats tombent. Les fibres correspondent exactement à celles trouvées sur les vêtements des victimes et ceux de Lisa. Il ne fait aucun doute que ces fibres de tapis rouge ont été le lien entre bon nombre des meurtres. Cela a permis d'identifier Bobby Jolong comme un tueur en série. Il lui parle des fibres de tapis et il se rend compte que l'histoire est terminée. Donc à ce moment-là, il essaye de reprendre le contrôle. Alors il avoue les meurtres. Il dit « Oui, c'était moi ». Les endroits où vous avez déposé les filles, est-ce que vous êtes allé les repérer à l'avance? Non, je n'ai pas fait de repérage. Alors qu'il est interrogé, Long fait un autre aveu stupéfiant. Il révèle l'emplacement d'une autre victime, Vicky, une serveuse de 21 ans, dans le comté de Hillsborough. À ce moment-là, il était bien conscient que la balance ne penchait pas en sa faveur. Comme pour clore le dossier, il leur a dessiné un plan de l'endroit où il a jeté le corps de Vicky. C'était le dernier clou du cercueil. Il m'a appelé et quand j'ai répondu au téléphone, j'ai tout de suite senti dans sa voix que quelque chose n'allait pas. Il m'a dit « Tu sais, j'ai tué les filles à Tampa ». J'ai répondu « T'es pas drôle, ne joue pas avec mes nerfs ». Et puis il m'a demandé d'appeler ses parents et de dire à nos enfants qu'il avait été tué dans un accident de voiture. Et j'ai dit « Je ne vais pas mentir à nos enfants. Je ne pouvais pas leur mentir ». 6 jours seulement après son arrestation, un autre corps est retrouvé au sud du comté de Hillsborough, celui d'Artis, âgé de 18 ans. Une prostituée qu'il avait embarquée en mars 1984. Il avoue le meurtre. Artis semble avoir été sa première victime. Long a ôté la vie à 10 femmes. Le 22 avril 1985, à Dade City, dans le comté de Pasco en Floride, Bobby Jolong est jugé pour le meurtre de Virginia, une serveuse et prostituée de 18 ans. Il est reconnu coupable et condamné à la chaise électrique. Je pense qu'il avait accepté le fait d'être condamné à mort. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Probablement le poids écrasant des preuves qu'on lui présentait. Le 23 septembre 1985, Long plaide coupable pour 8 meurtres au premier degré, 8 enlèvements et 7 agressions sexuelles. Et il plaide également coupable pour l'enlèvement et l'agression de Lisa. Après plusieurs recours, la peine de mort prononcée pour le meurtre de Virginia est annulée. Il est actuellement incarcéré dans une prison de haute sécurité et purge au moins 4 peines de 99 ans, 28 condamnations à la perpétuité, une peine de 5 ans pour agression et est condamné à mort pour le meurtre de sa 3e victime, Michelle. Plus de 30 ans après sa folie meurtrière, Bobby Jolong n'a toujours pas été exécuté. Il y a eu beaucoup de revirements dans cette histoire après le procès, avec tous les recours. Il ne veut plus plaider coupable, puis il se ravise. En réalité, ce qu'il aime le plus, c'est tirer les ficelles. Et donc, en prison, il n'y a que très peu de choses sur lesquelles il a le contrôle. L'une des choses qu'il peut contrôler, c'est sa déclaration. Et il utilise ça à son avantage. C'est un vrai marionnettiste. Il est condamné pour 9 meurtres épouvantables, ainsi que pour l'enlèvement et le viol d'une femme. Mais Long est soupçonné d'en avoir tué davantage, ce qui fait de lui l'un des tueurs les plus maléfiques au monde.